Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Encore une fois, un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, la microbrasserie, le Coureur des Bois. Yes! La bière du nord du lac Saint-Jean, c'est la microbrasserie du Coureur des Bois qui a fait. C'est une bière locale, hein? Fait que si vous voulez encourager local, vous voulez vous saouler avec la conscience d'avoir aidé votre patrie, hein? Allez checker la microbrasserie du Coureur des Bois. Hein, ça, c'est ça, c'est local, c'est une bière d'Albo Mistassini. Ça, c'est pas fait dans les usines, là, ça, là, hein? Pas fait dans les usines, rempli de ce type de produits qui vont te donner la calice de chiasse du dimanche, là. Non! Ça, man, c'est fait local. Hein? Il y a quelqu'un qui se promène avec son alpaga puis qui ramasse des petits fruits nordiques, des herbes boréales, là, puis là, qui calisse ça dans la bière en le fermentant. Bref, je suis pas chimiste, moi, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais c'est ça que c'est. Puis ouais, c'est fait que si vous voulez savoir tout où c'est que vous pouvez vous procurer de la bière du microbrasserie Coureur des Bois, c'est au www.microlecoureur-des-bois.com. Et il y a tous les points de vente. Hein, tous les points de vente, il y en a tout partout. Il y en a à Montréal, Gatineau, Chibougamau. Il y en a d'Albo, c'est sûr, c'est là qui fait la bière. Il y en a vraiment tout partout. Puis, si vous voulez me faire plaisir, hein, si vous voulez me faire plaisir, allez liker leur page Facebook, page Instagram. Instagram, je pense que c'est micro.lecoureur-des-bois, puis microbrasserie Le Coureur des Bois sur Facebook. Fait qu'allez les liker. Eux autres, ils vont être super contents. C'est pas grand-chose pour vous autres, puis eux autres vont être bien satisfaits de la publicité, puis ils vont m'en en demander d'autres. Fait qu'encore une fois, un gros merci à la confiance pour la microbrasserie Coureur des Bois. Fait que qui qu'on soit cette semaine, on soit Félix Rose, ça c'est le réalisateur du documentaire Les Roses, qui dans le fond, il va chercher à comprendre comment se fait, c'est un documentaire sur la crise d'octobre qu'il y a eu au Québec dans les années 70, où est-ce que quand le FLQ avait kidnappé le vice-premier ministre Pierre Laporte, et que ça avait mené à sa mort, parce que le vice-premier ministre, il est mort pendant le kidnapping, t'sais. Fait que ça avait fait l'histoire, ça avait fait vraiment le tour du Québec. Il y avait eu la loi martiale qui avait été imposée par Pierre Elliott Trudeau, ok? Puis ça a été un grand point dans la souveraineté du Québec. En tout cas, le mouvement souverainiste, là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Fait que bref, c'est son père Paul Rose et son oncle Jacques Rose qui ont enlevé le premier ministre dans la cellule Chénier, on en fait même. Bref, il va mieux l'expliquer que moi. Puis lui, dans le fond, il a fait ce documentaire-là en essayant de comprendre qu'est-ce qui a pu mener son père et son oncle à commettre de tels actes, là, t'sais. Fait qu'il l'explique là-dedans, j'ai posé beaucoup de questions, puis il a tout bien répondu, il a tout bien expliqué c'est quoi qui s'est passé, dans quel environnement le Québec était à cette époque-là, c'était quelle ambiance qu'il y avait, tu sais. Puis, si vous voulez écouter le documentaire, il est gratuit sur le site de l'ONF. Je vais mettre le lien dans la description YouTube ou en tout cas dans les descriptions. Vous irez checker ça. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Félix Rose d'être venu parler du documentaire. Moi, man, j'étais un grand passionné de l'histoire du Québec, surtout tout quand ça a le rapport avec la souveraineté et tout ça. Là. Moi, j'aime bien ça. Vous allez voir, même des fois, durant le podcast, j'oubliais que c'était moi l'intervieweur. OK? Fait que des fois, vous allez voir que j'étais en train d'écouter, puis là, il finit de parler, puis là, je fais « Ah, Chris, c'est vrai, faut que je pose une question. » là. Des fois, j'étais un peu dans ma bulle parce que c'est vraiment captivant puis très intéressant de comment il parle, puis qu'est-ce qu'il parle, tu sais. Fait qu'encore une fois, bref, gros merci à Félix Rose, puis félicitations pour son documentaire. Là, j'aimerais remercier tous mes membres Patreon.
Les membres Patreon, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, c'est bien important, allez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Moi, je fais des lives exclusifs pour vous autres. Je fais tous les podcasts que j'enregistre d'avance, je les mets là-dessus. Fait que vous allez pouvoir le voir. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 2-3 piastres. Il y en a d'autres à 25. Fait que justement, ceux à 25, c'est mon team WhatsApp. C'est eux autres qui me font vivre. Yes sir, esti. Un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On a Alex Lavoie, on a Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbeau, Steve Baudouin et Maxime Jasmin. Yes sir les boys. Merci pour votre forfait, votre abonnement. C'est super apprécié. Et si vous voulez m'encourager puis vous n'avez pas d'argent pour, c'est pas grave. Tout le monde y va selon son budget. Tout support est super apprécié. Mais vous pouvez liker la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre un petit pouce par en haut. C'est tout le temps super apprécié. Ça l'aide avec les algorithmes. Allez liker la page Facebook Geraldin, la page Instagram Geraldin. Fait que ça va être super apprécié ça aussi. Puis aussi, j'aimerais dire un gros merci spécial à tous ceux qui m'ont écrit pour cette semaine, les Oliviers. C'était cette semaine. Puis j'ai pas gagné, ça me dérange pas pantoute, je suis très bien avec ça. Puis félicitations à Thomas Levac et son podcast. J'étais super content pour lui. Puis moi, juste vous dire, parce qu'il y en a une couple qui m'ont écrit pour vous dire « Ah, c'est pas grave, t'as perdu. » Moi, ça me dérange pas. Juste la nomination en tant que telle est déjà le trophée. Moi, pour vrai, le vrai trophée, j'en ai encore plus vu cette semaine, c'est vous autres, le fanbase, OK? Le fanbase, c'est qu'est-ce que j'ai tout le temps voulu avoir, un vrai fanbase fidèle, une vraie communauté, puis c'est qu'est-ce que j'ai en ce moment. Fait que moi, vous êtes mon trophée, OK? Puis ça fait longtemps que je l'ai gagné, OK? Fait que juste ça, gros merci, je vous adore. Merci à tous ceux qui me supportent financièrement aussi. Au Patreon, c'est super apprécié. Puis gros merci aux commanditaires de cette semaine. À la microbrasserie, le coureur des bois, c'est super apprécié de la confiance. Ou sinon, un gros merci à Félix Rose, qui est l'invité de cette semaine. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Peace out. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content et honoré de recevoir le cinéaste Félix Rose. Ça va bien, mon gars? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Yes! Ah, je suis vraiment content, man. Ton documentaire, ton film documentaire, il était écœurant, man. T'es vraiment bon. En tout cas, tu peux en être fier. Là. Il est vraiment très, très bien sorti. Étais-tu content du résultat de la réponse du public? Ah oui, vraiment. Je suis vraiment content parce que moi, ça fait quand même 8 ans que j'étais là-dessus. Donc, tu sais, à un moment donné, tu te crées des scénarios, des anticipations. Puis quand j'ai commencé, puis j'ai dit que j'allais faire un film sur mon père, Paul Rose, tu sais, qui est quand même été dans le FLQ, qui est lié à la mort du ministre Pierre Laporte. C'est sûr que le monde me disait, t'es malade, là, personne ne va vouloir te financer ça. Ça va faire la controverse. C'est ça, c'est ça, je me disais, moi tout. T'as-tu de la misère à avoir du financement? Ça a été long, mais bizarrement, ça a fonctionné parce que je pense que mes intentions étaient claires. Tu sais, quand j'ai rencontré l'ONF, Colette Loumed, c'est comme une espèce de doc-circuit. Genre, t'as 15 minutes pour rencontrer l'ONF, là. Donc, t'as 15 minutes pour pitcher ton projet. Ouais, c'est un genre de festival, tu sais. C'est ça, c'était au RIDM, le festival de documentaire. OK. Puis là, 15 minutes, là, pour présenter un projet de même. Pour vendre ta salade, hein. T'es stressé. Mais la productrice, elle a compris tout de suite que le but, c'était pas de faire de Paul Rose un héros. Le but, c'était de comprendre les gestes posés. Qu'est-ce qui a mené à ça? La gravité des gestes, puis que la langue était personnelle, puis c'était pas de justifier ou d'excuser, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui a mené à ça, puis elle a embarqué, puis c'est grâce à elle, parce qu'honnêtement, l'ONF, là, c'était la dernière place que je pensais qui coproduirait le film, parce que c'est quand même fédéral. Mais... Ben c'est ça, tu sais. Fait que ils t'ont-tu donné des genres de restrictions ou ils t'ont-tu donné des là tu commences à aller trop dans un sens, tu prends trop un parti pris ou Mais j'avais cette appréhension là, puis finalement ça a pas été fondé parce que
On dirait qu'à part la productrice puis quelques personnes, on dirait qu'ils nous ont comme oubliés. Ah ouais? Ça s'est fait sur plusieurs années. Puis à un moment donné, c'est comme on était le projet mystérieux, puis on n'en parlait pas trop. Non. Le X-Files. Puis on a comme passé dans une craque. Ah ouais? Pour vrai, jamais ils nous ont dit, bon, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça. C'est sûr qu'il y a des échanges avec les producteurs sur pourquoi on le fait, est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais j'ai toujours eu carte blanche, puis j'ai toujours eu le dernier mot. Donc moi, je suis très reconnaissant de ça. Donc, Ben ouais. puis tu sais, la SEDEC a embarqué, Téléfilm a pas embarqué, mais quand ils ont vu le film, ils ont embarqué en post-production. Donc ça m'a pris 8 ans, mais en 8 ans, j'ai réussi à aller chercher le financement. Mais c'est sûr que c'est pas un projet facile à financer parce que c'est potentiellement controversé. Ben oui. Puis moi, quand mon père est décédé en 2013, il y avait eu un espèce de scandale dans les médias parce que mon père, il polarisait beaucoup. Tu sais, t'avais des gens qui disaient Paul Rose, c'est un héros, puis d'autres, c'est un terroriste, un tueur. Puis là, c'était vraiment... Le Journal de Montréal avait fait un titre qui était, je trouvais, honnête. C'est Paul Rose, autant détesté qu'aimé. Puis Amir Kazir de Québec solidaire, au Parlement, lui était encore... il siégeait encore dans ce temps-là. Il dit on doit honorer la mémoire de Paul Rose. Puis écoute, ça a fait une tollée dans les médias. Ben ouais. Tu peux pas imaginer. Là, c'est rendu à Ottawa, puis ils ont même voté une motion. Les conservateurs étaient là à l'époque pour interdire toute forme d'hommage à mon père. Ah ouais. Donc moi, j'avais ça en tête. Donc avec le film, si ça m'a pris autant de temps de le faire, je me dis... on va m'attendre avec un bat. Donc, Ben c'est ça, Steve. c'est ça. Donc, il faut que je sois le préparé le plus possible. Ah ouais. Donc, Avec une torche puis une fourche. Exact. C'est ça. C'est ça. Donc, il fallait que ça soit le Ah plus ouais. honnête possible comme film. J'ai adopté ma subjectivité. Tu sais, j'ai toujours été clair. C'est une vérité, pas la vérité. Puis, la productrice a accepté que je prenne mon temps. Justement, pour le temps de réfléchir à ça, trouver Ouais. les archives et tout. Avoir du recul aussi. Avoir du recul, parce que souvent, on est comme dans un air où tout est rapide. C'est, faut que tu fasses ce film en 8 mois, puis c'est tout. Puis moi, c'était tellement personnel que je voulais prendre le temps. Puis le temps, ça avérait à mon avantage, parce que les archives, souvent, moi, j'ai découvert c'était quoi les archives, là, parce que c'était mon premier film d'archives. Tu sais, c'est comme ça. Tu sautes au-dessus, puis t'as plein d'affaires en dessous, mais le monde sont tellement pressés qu'ils n'ont pas le temps de fouiller dans les grosses archives parce que souvent, c'est pas accessible, c'est dur à trouver. Donc, faut que tu fouilles, tu fouilles, donc tu vois tout le temps les mêmes images. Ouais. La crise d'octobre, moi, c'était tout le temps les mêmes images en boucle. Mais le temps, tu sais, j'arrivais tout le temps avec l'ONF avec des bobines qui puent, j'allais dans les greniers chez des personnes. Je me sentais, moi, j'étais un fan d'Indiana Jones. Non, ouais, c'est ça. Je me hein? sentais comme un archéologue. Puis c'est de même que je trouvais des petites trouvailles, Non, des perles. là. des perles. Puis c'est à travers toutes ces petites perles-là, trouvées sur 8 ans, que le film s'est fait. Puis pour répondre à ta question, j'étais tellement préparé que je me fasse rentrer dedans que quand le film est sorti, j'ai été étonné de la réaction soit aussi positive. La critique a été très positive, la réaction du public aussi, les échanges après le film. Évidemment, là, il y a des gens qui n'ont pas aimé le film, puis qui dénonçaient justement ma subjectivité, ou ils disaient que j'avais tourné des coins ronds sur des éléments et tout ça. Ouais, c'est Mais, ça. mais globalement, ça a été bien reçu, puis ça n'a pas fait de scandale. Je veux dire, le scandale... Il y avait des scandales autour du film, genre, mettons, Catherine Dorion à Québec, devant l'affiche de mon père, avait levé le poing, Ah oui, c'est vrai, je m'en puis souviens ça de a ça. spiné pendant 3 jours, parce que quand Ouais. Catherine Dorion fait Fait une quelque photo, chose. Les journalistes sont comme « Ah, ok, ok. » Non, ouais, on va là. faire du sensationnalisme avec ça. Puis tu sais, oui, le film a créé un débat, mais le débat, j'ai trouvé sain. Puis j'ai pas trouvé que... Je m'attendais à plus difficile que ça, honnêtement. J'étais étonné. Ah J'étais ouais. étonné. Puis, t'as-tu reçu des menaces? Non, Non, même pas de menaces. Écoute, non, ben tu sais, c'est sûr que... Moi, je m'attendais à, mettons, là... Moi, j'ai assisté à beaucoup là, des genre questions-réponses. Là. Puis tu sais, à chaque fois, je me dis, OK, il y en a un qui va assez Ouais. rentrer dedans, mais c'est pas arrivé. Ouais. Tu sais, des fois, il y a du monde qui était plus critique, mais j'ai pas eu de réaction hostile des personnes. Puis ces Ouais. réseaux sociaux, ceux qui m'ont écrit, là, je recevais une centaine de messages par jour là, quand on était dans le cœur. là. Puis c'était tout positif. Puis donc, c'est sûr que si tu regardes, mettons, Facebook, des fois tu fouilles, tu sais, Ouais. t'as des gens qui étaient complètement offusqués juste du fait
qu'on fasse Un film sur des gens qui considèrent comme des terroristes. C'est ça, Mais ouais. je comprends cette réaction-là, puis tu sais, j'étais prête à ça, mais je m'attendais à pire que ça. Pire que ça. Fait que t'es content, finalement. Ah oui, non, je suis très content. Puis, Ouais. tu sais, un documentaire, quand t'es documentariste, tu t'attends pas à autant de visibilité. Tu sais, moi, je savais que le film ferait réagir, mais je pensais pas qu'il y aurait un phénomène autour du film qui fait que ça devrait un succès de salle. Surtout que moi, j'avais fait le deuil de la salle à cause de la COVID. En Puis, plus, c'est vrai. ben, moi, j'étais là. C'est foutu. Moi, ça faisait 8 ans que je travaillais pour sortir ça. Ça doit être chiant, man. Moi, j'étais comme... Direct à la fin août, tu sors ça, man, en plein crise de pandémie. Exact. Donc, moi, je voulais que le film vive en octobre. Donc, moi, j'étais déjà dans la stratégie numérique, là, sortie numérique. Télé, on avait réussi... TVA avait embarqué pour une version courte à la télé. Le cinéma, j'avais fait le deuil. Mais là, dans l'été, il y a eu comme une espèce d'éclaircie. Puis on s'est dit, OK, on va essayer de le sortir, puis au pire, ça sera dans 2 salles, puis il y aura tant de personnes, puis on le sort après. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Moi honnêtement, on était nulle part. Là. Je pense qu'on avait une salle à Québec, une salle à Montréal. Mais vu qu'à Percé, il y avait les Perséides, quelques jours avant, on avait été sélectionné pour être le film d'ouverture. Puis ça crée un buzz à Percé. Vraiment, à cause des situations sanitaires, il avait organisé un cinéparc. Puis il y a eu 500 personnes qui est venues à son action. 150 chars. 150 chars. Puis ça a fait un buzz. Puis on avait gagné le prix. Les journalistes se sont intéressés au film. Fait que ça a fait beaucoup parler direct au début. Exact. Puis là, après, la critique était très bonne. Puis la chance qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Parce que les gros films, ils voulaient pas sortir parce que c'était des demi-salles. Oui. Ah ouais, c'est ça. Et c'est exactement qu'est-ce que Daniel Roby me disait pour son suspect numéro 1. C'est un des rares gros films qui est sorti pendant Ben ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'il était comme... Vous avez été un peu bénéficié de ça parce que là, vous étiez plus en compétition contre des grosses productions américaines. Exact. Puis tu sais, c'est pas un secret, tu sais, à part quelques salles, les cinémas sont frileux à présenter du documentaire parce que c'est pas ça qui attire le plus de monde. Mais vu qu'il n'y avait pas de contenu, puis que le film buzzait, je me suis retrouvé dans des salles qui n'en diffusent pas. On était dans 2 Goudzo, des salles à Chicoutimi, en région, qui ne diffusent pas, des salles commerciales qui ne diffusent pas le documentaire normalement. Puis ça a été un succès, puis ça a été un succès de région. Parce que moi, quelque chose que j'avais mis au clair avec l'ONF, c'est qu'il y a comme une espèce de philosophie qu'avant de présenter le film chez soi, tu vas le faire envoyer dans le monde. Parce que si, mettons, ça fonctionne bien dans des gros festivals, que ce soit à Berlin et compagnie, là, ça crée comme un prestige à ton film. Ça veut pas dire que les gens ici vont plus le voir. Mais moi, comment je voyais ça, c'est vu que Les Roses, c'est un film très québécois qui s'adresse au Québec. Ben, c'est une partie de l'histoire du Québec. Exact, qui parle au territoire. Moi, je voulais que toute la concentration de la distribution soit au Québec, mais aussi beaucoup dans les régions. Parce qu'on parle souvent, ce genre de film-là, il est juste à Québec puis à Montréal, mais moi, je voulais faire le tour du Québec. Tu sais, la Gaspésie a un rôle important là-dedans. Ben oui. Donc, ça a fonctionné, vraiment. Les régions ont embarqué. Puis c'est grâce à eux que le film, les villes aussi, mais les régions, il y avait comme une espèce de mobilisation qui s'est faite. Puis moi, je suis allé présenter le film dans une 20aine de villes à travers le Québec. Ouais, tu t'es promené, t'as fait une tournée de... Puis là, tu répondais aux questions du monde. Ou... Ouais, exact. Puis non, c'était intéressant. Puis les gens en région étaient contents parce que c'est pas tout le temps que les artisans des films se présentent, se pointent dans les régions. Parce que souvent... c'est comme la tournée là, traditionnelle. Là, tu fais Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Mais là, nous, on est vraiment allé... On est sorti de ça. On est allé dans des petits villages. On est allé à Gatineau. On est allé à Chicoutimi. On a fait le tour du Québec. Ouais. Puis ça contribue au succès qui fait que Les Roses, un documentaire, s'est retrouvé 5e au box-office québécois, ce qui est quand même... très bon. C'est quand même rare. Puis en plus, ça a été le film le plus écouté du site de l'ONF. Oui, exact. De son histoire. De son histoire en plus, c'est vrai. Oui, exact. Parce que il y a comme... je pense il
il y a la qualité du film, il y a aussi un momentum qui fait que il y a des œuvres super bonnes qui passent sous le tapis, puis t'as des œuvres, on va dire moyennes, qui s'en vont comme... Puis ça, c'est le momentum. Puis nous, la COVID nous a aidés. Le fait qu'on soit dans le 50e des commémorations d'octobre, ça a évidemment aidé parce qu'on a sorti en août. Ben ouais. Mais on revenait en actualité en octobre, donc le film a fait parler de lui pendant quasiment 3 mois. Ouais. Puis l'autre élément, c'est que quand on a fini la salle, nous, on avait pris un engagement avec TVA avant de savoir que les salles allaient réouvrir, comme quoi que le film diffusait le 27. Donc de toute façon, le 27 septembre, on arrêtait la salle. Puis le 27 septembre, j'étais à Tout le monde en parle. Le hasard a fait ça. Peut-être 1 heure avant que le film soit diffusé à l'autre poste à TVA, où on annonçait la sortie numérique. Puis le 27... Ah, fait que c'était une esti de pub de la mort. Là. Ben oui, ça donnait le même. Puis deux invités avant moi, c'était le ministre de la Santé qui annonçait que Montréal et les grosses villes allaient dans les zones rouges, dont le cinéma arrêtait. Dont la chance, là, dont le monde... Tout a convergé vers ça. Oui, man. ça a été... Les Roses, c'est probablement dans les rares films qui ont profité de la COVID, parce que ça a été catastrophique. Là. Hey, c'est quand même tout un addon que tout tombe en même temps pour que ça puisse aider au film, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis, donc, avec Tout le monde en parle, ça a comme créé un deuxième buzz qui fait que ça a devenu un succès numérique. Puis, ça ouvrait aussi les commémorations d'octobre. Donc, c'est sûr que dans tous les reportages d'octobre et tout ça, on parlait du film parce que c'était peut-être l'élément le plus nouveau, parce que tu avais un point de vue rare qui est celui de Jacques Rose, qui est un des 2 membres de la cellule Chenille survivant qui avait jamais parlé. Ben c'est ça, qui a jamais donné sa version des faits. C'est ça, puis ça amenait comme la nouveauté. Tu sais. Juste avant qu'on continue puis qu'on rentre encore plus dans l'histoire, tu veux-tu raconter, pour ceux qui savent pas environ, c'est quoi la crise d'octobre puis tout le contexte du milieu de quand ça s'est produit? Mais moi, tu sais, je peux partir de moi, comment je l'ai appris. À 7-8 ans, je pense que c'était dans un rassemblement de famille, j'ai appris que mon père avait été impliqué dans la mort d'un homme. Puis moi, tu sais, comme enfant, tu sais, mon père, c'est un homme extrêmement doux, papa poule. Donc, je pensais que c'était une blague. Puis là, j'étais allé voir ma mère, puis elle me dit, c'est vrai. Puis là, moi, j'étais en état de choc, je pouvais pas croire ça. Elle a essayé de m'expliquer ça, mais elle a essayé d'expliquer ça à un enfant. Donc, c'est comme resté tabou entre moi et mon père, dans la mesure que j'étais pas capable d'aborder ça. Tu sais, comme enfant, c'était trop difficile, c'était trop compliqué. Donc, je me suis retourné vers les livres d'histoire puis la généalogie. Parce que peut-être quelques années plus tard, j'ai eu un projet de généalogie, puis à travers ça, ça m'a amené à découvrir d'où venait la famille. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec mon père parce qu'il m'a aidé là-dedans. Puis ce projet-là, c'est devenu une espèce de projet commun qui a duré pendant 10 ans. Puis à travers mes recherches, j'ai découvert justement que le Québec que je connaissais, il n'était pas le Québec il y a 50 ans avant moi. Comme moi, ça avait beaucoup changé. Ben, ça marque ça quand tu te rends compte de ça. Mais c'est ça. Puis que mon père, la génération de mon père, la génération de mes grands-parents avait subi une oppression économique. Parce que les Canadiens français, comme ils les appelaient à l'époque, ils travaillaient principalement dans les usines en ville, puis dans l'agriculture en campagne. Puis c'était des gens qui étaient désavantagés par rapport à la communauté anglophone de l'époque qui détenait les usines, qui détenait le capitaux, si on veut. Donc, c'était le petit peuple qui pour un petit bout de pain. Là, exact. Puis moi, en découvrant mes racines ouvrières, toutes ces injustices-là vécues, ça m'a amené à comprendre qu'est-ce qui a amené une génération à vouloir se rebeller justement contre ces injustices-là. Puis au début des années 60, il y a eu qu'est-ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Puis il y a beaucoup de jeunes ouvriers. Là. Moi, mon père, là, il n'était pas destiné à aller à l'école. Là. Lui, son tracé était fait. Ouais. Ça fait son père, son grand-père et son arrière-grand-père travaillaient dans une usine de sucre qui s'appelle la Red Patch Sugar. Puis c'était ça son destin. Jusqu'à temps qu'il découvre, grâce à la Révolution tranquille, qu'il pouvait peut-être aller ailleurs. Puis tu sais, à l'époque, les gens disaient, avoir un job en usine,
c'était pas comme... c'était un privilège, là, parce que c'était pas tout le temps qu'il y avait des jobs. Ouais, ça, c'était d'avoir une job. C'était... Exact. Ouais. Malgré les conditions de travail qui étaient Puis tu les vois atroces. toutes dans ton documentaire. Tu le vois, de la façon que ton oncle qui est compte puis qui raconte tout ça, tu vois tout en détail, même avec tes archives. C'est super bien fait. Là, Mais c'était des conditions inhumaines. Là. Aujourd'hui, là, ça se peut pas des conditions de même, en tout cas au Québec, parce que c'était des chaleurs épouvantables. Ils travaillaient des 15 heures par jour. Ces gars-là étaient épuisés. C'était des salaires risibles. Là, genre 2 à 5 sous la journée. Donc, on était complètement ailleurs. Puis, il y avait des événements comme... il y a des collègues de travail dans mon grand-mère qui sont morts pendant l'usine. Juste pour te dire que le mépris, justement, des propriétaires des usines. À un moment donné, il y a un collègue de mon grand-père qui avait comme des grosses marmites qui chauffent le sucre. Il est tombé dans la marmite. Puis, ils ont juste trouvé sa montre. Puis, ils ont vendu le sucre quand même. Là. Ouais. Donc, c'était ce genre d'histoire-là. Puis mon père, lui, il avait la chance d'être dans les meilleurs de classe parce que mon père, c'était un homme curieux. Puis il a vu que au Collège Sainte-Marie à Montréal, il y avait une possibilité pour les fils d'ouvriers de continuer les études. C'était comme un nouveau programme. Non, il est allé là. Puis lui, comme d'autres personnes de sa classe, ils ont pu mettre des mots sur l'injustice qu'il ressentait. Tu sais, mon père, à l'école, là, il a appris des concepts et tout ça. Puis quand il est revenu dans sa communauté, tu sais, c'était comme une transmission. C'est ces gens qui venaient de quartiers pauvres-là, qui allaient chercher la connaissance et le savoir, allaient dire ça à leurs parents, puis ils faisaient de l'instruction à l'envers. Tu sais. Mon père a passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Il a dit, regarde, là, les injustices, là, les politiciens, ils travaillent pas pour nous autres, les ouvriers de Ville-Jean-Cartier. Ils travaillent pour les banquiers de la rue Saint-Jacques. Puis il arrivait à mettre des mots sur qu'est-ce qu'il ressentait. Hein. Exactement. Donc ça, c'est sûr que ça a créé un bouillonnement de la jeunesse, parce qu'à l'époque, à cause du baby-boom, la majorité des Québécois en bas de 30 ans, qui fait que ces gens-là ont eu des revendications sociales, ils sont allés dans la rue, puis ça a fait avancer des dossiers. Mais souvent, dans les cours d'histoire, on présente à tort comme quoi que du jour au lendemain, ça s'est réglé. Tu sais, il y a eu, on aime ça dire c'était la grande noirceur avec Maurice Duplessis. Et après, il y a eu l'élection des libéraux avec des réformes importantes. Puis du jour au lendemain, tout s'est réglé. Mais en réalité, il y avait beaucoup de combats qui étaient encore à régler. Puis pour du monde, ça allait pas assez vite. Puis à la fin des années 60, à la fin des années 60, qu'est-ce qu'il est moins su, c'est que les gouvernements ont commencé à avoir peur justement de toutes ces manifestations dans la rue et de ces revendications qui étaient comme très avant-gardistes, que ce soit la lutte pour les femmes, que ce soit le fait de pouvoir l'affichage en français à Montréal et tout ça. Donc, il y a eu des lois anti-manifestation. Puis là, on est dans une époque où... la seule façon de communiquer à longue échelle, c'est la rue, puis les journaux. Là, t'as pas de réseaux sociaux et tout ça. Donc, leur seule façon... C'est les années 60, ça? C'est les années 60. Ouais. Donc, Peace and Love. Peace and Love et compagnie. Ouais. Tout ce qu'il y avait, eux, c'était la rue. Puis du jour au lendemain, à Montréal, le maire Drapeau a dit plus le droit de manifester, à moins qu'il y ait des festivités pour la Coupe Grey ou des trucs comme ça. Donc, ça fait que des gens comme mon père et mon oncle se sont dit, mais là, si on peut plus s'exprimer par la rue, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Puis on était dans une époque assez violente où toutes les révolutions se faisaient par les armes, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Donc, c'est sûr qu'ils se sont influencés de ça. Puis aussi, tu te faisais tabasser dans la rue, tu sais. Ah, ben parce qu'il y a un extrait aussi que tu montres, là, tu sais, quand il y a Pierre-Éliott Trudeau qui se fait garrocher des roches, puis ton père se fait arrêter, puis ton oncle qui se fait sauver, puis tout le monde se fait tabasser à coups de bâton, de matraque, puis... Mais c'est très important parce qu'on parle beaucoup de la violence du FLQ, puis effectivement, ça a été très violent, mais on parle très peu de la violence politique et policière de l'époque. Parce que si tu avais des idées divergentes, qui étaient l'indépendance du Québec à l'époque, tu te faisais vraiment
traité comme la pire racaille. Ouais, là. il y avait une C'était- haine là, de l'indépendantisme. Exactement, là. Puis tu te faisais tabasser dans les rues. Il était très violent, comme tu parles lundi de la matraque, où justement Pierre-Éliott Trudeau avait dit je vais mettre le nationaliste canadien français au pas. Puis quelques jours après, il s'en va à la fête des Canadiens français, un peu pour les baver. Mhm. Puis il avait provoqué lui-même un émeute. Il avait lui-même provoqué un émeute. Donc, c'est ça, ce genre d'action-là, le fait qu'on soit traité comme ça, à force de recevoir des coups, tu peux comprendre que là, il y a des gens qui veulent répliquer. Mhm. Puis le FLQ, ça a été ça. Ça découle de ça. Ça a été une réaction par rapport à ça. Mhm. Puis c'est là que mon père et d'autres militants, puis il y a eu du FLQ avant. Là, Ouais, c'est ça. le FLQ a commencé en 63. Il y a eu plusieurs vagues. C'était surtout des attentats à la bombe. Tu sais. Ouais. Au début, ça a été des boîtes aux lettres à Westmount. Mhm. Puis après, tu sais, il y a eu l'attentat de la Bourse en 68 par Pierre-Paul Geoffroy. Puis il y avait eu aussi des membres de la GRC qui se faisaient passer pour des FLQ, puis qu'il avait essayé d'aller mettre une bombe, puis exploser avant, tu sais, puis là, après ça, ils se sont fait... ils ont perdu à la face, parce que là, tu avais la preuve qu'il y avait quelqu'un de la GRC qui faisait exprès de... Mais tout ça, ça a été montré en commission. Puis Ouais. pour qu'on comprenne la chronologie, après l'octobre, c'est là qu'il y a eu vraiment de la GRC. Toutes les cellules après la crise d'octobre. OK, c'est après ça. C'est après parce Ah, ok. surtout, je dis pas qu'il n'y avait pas des agents provocateurs qu'il y a eu autour Ouais, et tout ça, c'est ou ça. des tentatives. Mhm. Mais parce qu'il y a eu des FLQ qui étaient dirigés par la GRC, là, ça a été connu. Mhm. Mais ça a été après la crise d'octobre parce que OK. eux, c'était dans leur intérêt de maintenir un certain climat de peur pour justement, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était pour aller chercher le chef, mais il n'y a jamais eu de chef Non, de FLQ. non. Mais pour maintenir aussi une partie de leur budget puis donner leur raison d'être. Parce qu'après la crise d'octobre, les gens, les Québécois, ont été profondément indignés par la mort de Pierre Laporte. Parce que peut-être pour comprendre qu'est-ce qui a amené à son kidnapping, c'est justement mon père et d'autres personnes, dont Jacques Langto, mon oncle, ont décidé d'être clandestins, puis ont décidé de changer l'approche du FLQ parce qu'ils trouvaient que les bombes, ça fonctionnait pas, puis ça pouvait faire des victimes innocentes. Donc, ils se sont dit, on va s'inspirer de ce qui se passe en Amérique latine, puis on va préparer des kidnappings. Puis l'idée au début, c'était kidnapper un diplomate anglais et américain, parce que anglais, ça représentait le colonialisme, puis américain, ça représentait l'impérialisme, qui était quand même forte à l'époque. Donc, avec ça, ils voulaient avoir des revendications qui étaient la lecture du manifeste du FLQ qui pointait toutes les injustices vécues par les Canadiens français, la libération des prisonniers politiques, comme ils disaient, des gens du FLQ qui avaient été arrêtés dans d'autres vagues. Parce qu'il faut dire que Avant eux, là, ouais. les peines étaient injustifiées. Pierre-Paul Geoffroy, qui avait fait l'attentat à la Bourse, il a fait de nombreux blessés, mais pas de morts, il y a eu une peine de 124 fois la vie, qui est la plus grosse peine de l'histoire de tout le Commonwealth anglais. Donc, c'était des peines vraiment démesurées. Tu sais, à Il me l'époque, semble que c'est intense, c'est-tu? à l'époque, c'était un peu... ça, on peut en parler plus tard. Les procès, c'était un peu des... il y avait des procès politiques. Ouais, c'est ça, c'est pour envoyer un message, justement. C'était pour envoyer un message. Donc, c'est ça l'objectif. Il y avait des revendications. Puis, mon père était pour s'organiser. Mon père, il voulait pas qu'il y ait de baveux, comme il disait. Donc, lui, il avait travaillé plusieurs mois à faire une ferme à La Rochelle qui était destinée pour justement kidnapper des personnes sélectionnées parce qu'ils représentaient d'une façon ou d'une autre l'oppression des Canadiens français. Parce qu'il voulait justement qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Tu sais, il y avait peut-être l'utopie de penser que si justement l'organisation était solide, ça éviterait justement ce genre de bavure-là. Mhm. Puis le gouvernement finirait par négocier. Mais l'organisation qui avait monté à Saint-Anne-de-la-Rochelle, qui était une ferme, a été démantelée. Ouais. Parce que justement, il y a eu un hold-up d'un autre groupe. Qui a mal viré. Qui a mal viré. Puis là, après ça, il y avait la map, c'était quasiment pour se rendre. C'est ça, il y avait comme, je pense, l'adresse sur un bout de facture, puis
Puis ils ont pas arrêté parce qu'ils savaient pas trop c'était qui tout ça, mais ils ont compris que le repère était trouvé, donc ils sont partis. Donc mon père, lui, il voulait pas enlever quelqu'un, il disait on n'était pas prêt, tandis que d'autres personnes, dont Jacques Langto, ont dit nous, on est tanné d'attendre, faut agir maintenant, parce que justement, il y avait d'autres personnes arrêtées, tout ça. Donc ça crée une division. Dans le groupe, ça crée les deux cellules qu'on connaît, qui est la cellule Chénier, celle de mon père et mon oncle, et la cellule Libération, qui est celle de Langto. Puis Chénier, c'est pourquoi ça? Ouais. Chénier, c'est un patriote, un docteur, patriote de 1837. OK. Puis eux, ils se voyaient, tu sais, comme un peu... ils s'identifiaient beaucoup aux patriotes, aux rébellions de 1837-38. Puis le FLQ, c'était comme, pour certains, c'était comme une façon de continuer le combat antérieur de leurs ancêtres. T'sais. Eux, mon père me disait tout le temps, les gens qui nous précèdent, dont les patriotes ont posé une pierre, puis nous, c'est notre devoir d'en poser une nouvelle, puis la génération d'après, un autre, pour que le combat pour la justice sociale continue. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le nom de Chénier. Puis c'est ça. Donc, Langto ont décidé de kidnapper le diplomate James Cross, qui est décédé, je pense, il y a 3 semaines récemment de la COVID-19. OK. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils ont levé M. Cross, mon père, mon oncle, mais ma grand-mère, qui n'était pas au courant, qui était dans le FLQ, était en voyage aux États-Unis dans le but d'acheter des armes. Puis c'est là-bas qu'ils ont appris le kidnapping de Cross, puis ça leur a pas vraiment plu parce qu'ils trouvaient que c'était trop vite, ils n'étaient pas prêts, puis que le diplomate anglais avait pas assez de poids. Puis la preuve, Bourassa, le premier ministre de l'époque, qui était en visite d'affaires à New York, n'a même pas annulé son voyage. Là, c'est non. Puis le gouvernement en place, Bourassa, ils voulaient pas négocier, ils n'avaient pas assez de poids, puis ils ont cédé, mettons, la cellule Libération cédait à peu près à toutes leurs demandes, et pour leur faire un cadeau, ils ont la seule demande qu'ils ont acceptée, c'est la lecture du manifeste, parce que les autorités ne s'attendaient pas que ça fasse autant de bruit, tu sais. Puis là, le manifeste qui était parlé en joual, avec des mots, on va dire, québécois, qui était un pamphlet. Beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans puis se sont dit je suis pas d'accord avec les enlèvements, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais je suis d'accord avec ce qui est écrit là-dedans. Parce que ça mettait le doigt sur toutes les injustices vécues par le peuple des Québécois francophones. Donc, après ça, là, ils sont revenus du Texas, le groupe de mon père, puis ils se sont dit OK, on va attendre, voir s'ils négocient ou pas. Puis s'ils négocient pas, on va enlever quelqu'un. Au début, ils voulaient enlever un diplomate américain, mais toutes les ambassades étaient surveillées à cause du premier enlèvement, tandis que Pierre Laporte, qui était le vice-premier ministre du Québec, qui était le premier ministre parce que Robert Bourassa était à New York, pareil, comme en remplacement, lui, il habitait sa Rive-Sud. Puis eux, ils venaient de la Rive-Sud, donc il n'y avait pas à traverser le pont. Puis Pierre Laporte avait eu la ligne dure par rapport à Cross, comme quoi on ne négocie pas avec les terroristes et tout ça. Donc, ils se sont dit, lui, il pourrait symboliser ça. Puis, ils ont entendu la conférence de presse de Choquette, qui était le ministre de la Justice. Puis, quand ils ont compris que ils s'étaient pas pris au sérieux, ils négociaient pas, c'est là qu'ils ont enlevé le ministre Pierre Laporte. Et le but, c'était justement qu'ils envisagent sérieusement la libération des prisonniers politiques, les envoyer à Cuba puis en Algérie. Puis là, c'est là que ça a un peu dérapé, parce que le FLQ avait le momentum, le gouvernement le prenait extrêmement au sérieux, parce que c'était quand même le vice-premier ministre. Les Québécois prenaient ça extrêmement au sérieux. Puis la réaction gouvernementale a été de faire la loi des mesures de guerre. Parce que, tu sais, même Pierre Laporte, dans sa lettre, dit écoute, je suis pas en danger, essayez pas de me retrouver, tu sais, justement, négocier. Qui avait écrit de son plein gré. Et la réaction du gouvernement fédéral sous la demande de Drapeau et de Bourassa, Montréal et Québec, a été de faire la loi des mesures de guerre qui
qui mettait fin, dans le fond, tu peux arrêter n'importe qui sans mandat. Ouais. Puis l'armée était partout à Montréal. Dans le fond, t'as plus le droit. T'avais plus de droit, c'était une occupation militaire. Donc, tous les Québécois vivaient dans la peur d'être arrêtés n'importe comment, sans raison. Puis c'est ça qui est arrivé. Il y a à peu près 500 personnes, dont ma famille, qui avait rien à voir là-dedans, ma grand-mère, tout ça. Ils sont débarqués chez ma grand-mère, devant une de ses filles qui avait 10 ans. Lisa Tchek, un policier de la SQ, a pris sa mitraillette. Il a collé ça sur la tête. Il a collé ça sur la tête, puis il a dit, si tu me dis pas où sont tes gars, je te bute. Ouais. Donc, ça donne une idée de la violence. Puis, il était tout envoyé à Paristonnet, puis il pouvait les garder plusieurs jours. Puis, c'est là que c'est cette loi-là qui a fait que ça a changé, à mon avis, le cours de l'histoire. Parce que faut comprendre que les Felkis n'ont jamais eu l'intention de tuer leurs otages. Je crois qu'ils n'étaient pas prêts à aller là. Ça faisait pas partie de leur code d'éthique. Ils voulaient pas tuer quelqu'un. Puis 2, de façon stratégique, ça n'avait pas de sens de tuer les otages parce que si tu n'as plus d'otages, tu n'as plus de pouvoir de négociation. Ouais. Donc, quand il y a eu la loi des mesures de guerre, Pierre Laporte était dans la chambre, il avait accès à la radio. Puis ça a comme créé une panique chez lui parce qu'il se sentait complètement abandonné par le gouvernement. L'armée était partout. Donc, il y a eu une tentative d'évasion. Il s'est lancé dans une fenêtre. Il s'est blessé. Puis c'est là que ça a comme dégénéré. Puis les Felkis ont jamais voulu dire comment Pierre Laporte est décédé. Ils ont toujours dit, si on n'avait pas enlevé un homme, il serait pas mort. Donc c'est notre faute. Non, ils ont pris le blâme. Ils ont assumé leur responsabilité. Ils ont assumé. Mais tu sais, là, si tu lis les rapports d'enquête et tout ça, tu comprends que c'était pas quelque chose de forcément prémédité. Moi, en faisant ma recherche, tu comprends qu'ils n'ont jamais voulu le tuer, mais c'est arrivé, puis ils ont décidé de revendiquer sa mort, puis de dire que c'était eux, puis d'en faire un geste politique. Puis ils n'ont jamais dit exactement comment que Pierre Laporte est décédé. Puis dans les rapports d'enquête, on sait qu'il est décédé étouffé. Puis selon, admettons, le rapport du Chêne, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'était accidentel, ils ont voulu le déplacer, puis justement, il y avait une chaîne de coups derrière un collet, puis en voulant le maîtriser, il est mort accidentellement. Ça, c'est qu'est-ce qui est sorti des rapports d'enquête, mais il y en a qui vont dire le contraire. C'est comme il y a plein de théories par rapport à ça, qui a créé la mystique autour d'Octobre. Puis moi, justement, c'est de ça que je voulais me sortir. C'est moi, dans ma tête, ça a toujours été clair que c'était la FLQ qui avait tué Pierre Laporte, puis que même si c'était accidentel, ça reste pas accidentel dans la mesure qu'ils l'ont enlevé. Je veux dire, l'enlèvement n'est pas accidentel, donc c'est de leur faute. Et je voulais sortir de ça pour dire, OK, au lieu que ça soit toujours autour de comment que ça s'est fait, puis qui a fait quoi, je voulais que le film, ça soit pourquoi? Qu'est-ce qui a amené à ça? Pourquoi c'est allé aussi loin? Puis moi, j'ai jamais été... je suis en désaccord avec l'enlèvement et la mort d'un homme. J'ai jamais... je peux pas comme cautionner ça. Moi, comme enfant, j'avais plein de questionnements. Mais pourquoi des gens que j'aime, aussi près de moi, qui sont des gens... Moi, j'ai une famille aimante, doux, là, qui ont pas l'air de tueurs, sont allés aussi loin. Puis c'est ça, le film. C'est au lieu que ce soit juste la crise d'octobre, c'est que je montre tout ce qui a amené à la crise d'octobre. C'est que ce soit les conditions avec Jacques Cartier, que ce soit les luttes populaires, les luttes sociales. Tantôt, on parlait de la violence policière. Que ce soit le désir de se rapproprier le territoire. Ils ont fait une auberge de jeunesse en Gaspésie pour que les jeunes puissent y aller gratuitement, parce qu'à l'époque, c'était juste les Américains qui allaient parce qu'il y avait les sous. Puis ils se sont fait arroser par les pompiers de la ville. Ça a été très violent. Donc, je voulais montrer tout ce qui mène à la violence, justement, pour pas que ça se reproduise. Moi, ma conclusion, c'est que si on veut pas que ça aille aussi loin, il faut qu'il y ait une espèce de communication entre la jeunesse et les gouvernements en place. Puis, justement, on l'a vécu dans une autre mesure en 2012. Moi, j'ai été dans les manifestations. Ah ouais, même ton père y est allé aussi. Exact, mon père y allait parce que ma soeur était étudiante. Puis c'était assez festif au début, là. Honnêtement, là, c'était très festif même. Puis il y avait des revendications, mais tu avais un gouvernement qui refusait même de rencontrer les leaders étudiants.
qui était insolent, là, faut le dire. Là. À un moment donné, Jean Charest a dit « Allez vous trouver une job dans le Nord. » Ouais, c'est drôle. ça, parce qu'il parlait de son plan Nord, puis là, il disait « Tiens, on va leur donner une job à eux C'est autres. ça, tu sais. T'sais, Puis, super méprisant. hyper méprisant, puis il a fait une loi anti-manifestation. Puis Pareil comme qui était arrivé. exact. Puis la loi, je pense que c'est 78, si ma mémoire est bonne. Mhm. Ce qui fait que c'est là que j'ai senti que ça s'est radicalisé, puis que les manifestations sont devenues des émeutes, puis que justement la violence était utilisée Ah ouais. parce que le pouvoir de communiquer n'était plus là, on pouvait pas prendre la Ah ouais. rue. Donc, Puis là, tu donnes ce pouvoir-là dans les mains des policiers. Puis là, faut que ça tombe sur quelqu'un qui s'en calisse comme immatricule oui, la légendaire. 728, là, tu sais. Ben oui, c'est Fait ça, que, il y a eu tu des sais, dérapages, là, ben c'est ouais. sûr, là, c'est sûr. Puis c'était encouragé par le gouvernement, parce que le gouvernement montrait un mépris envers la jeunesse. Il pouvait dire, on n'est pas d'accord avec eux, mais dire, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, on va essayer de communiquer ensemble, on va essayer de se parler, voire essayer de se comprendre. Mais il n'y a jamais eu ce désir-là, puis ils ont instrumentalisé la jeunesse à profit électoral, puis dire que c'est des enfants gâtés, des enfants pourris. Puis là, ils ont inventé un concept qui était la majorité silencieuse, ceux qui parlent pas, mais qui sont d'accord avec eux. Donc, tout ça a contribué à un climat, on va dire, un climat toxique en 2012, qui m'a amené tu sais, ça n'a rien à voir avec 70, là, mais ça m'a amené à mieux comprendre qu'est-ce qui peut amener à ça. Puis c'est ça que j'ai voulu faire avec les roses. Qu'est-ce qui a amené à Octobre? Ça a été quoi l'impact d'Octobre sur le Québec, sur la famille, sur mon père, mon oncle? Et ça a été quoi les conséquences? Parce qu'on parle jamais de qu'est-ce qui a suivi Octobre. Les procès, si on en parlait tantôt, les procès du FLQ, là, c'était pas des procès juste équitables. Là. Mon père, là, il y a eu un procès pendant la loi des mesures de guerre en cour martiale. Il appartenait, pas au palais de justice, appartenait, je pense, en haut. C'était de l'armée avec des fusils qui étaient là. Il n'avait pas le droit à son avocat. Ils ont arrêté son avocat. Il a dû se défendre lui-même. Ouais. Puis mon père a compris assez vite que, je disais, les dés étaient pipés. Il n'y avait aucune chance. Donc, il a transformé ça en procès politique. Ben ouais. Puis c'est devenu un cirque, là, tellement que mon père... qui faisait un peu d'humour satirique parce que justement il voyait bien que tout ça c'était un cirque, c'était ridicule. Ils l'ont expulsé, puis il était même pas là pendant son verdict, ce qui est pas, même pas légal. Je veux dire, normalement c'est la première fois que ça arrivait que le prisonnier était même pas là pendant le verdict de culpabilité. Puis à l'époque les femmes avaient même pas le droit d'être sur les jurys. Puis t'avais Lise Balsé qui était proche des Roses qui avait refusé de témoigner au procès de mon père puis qui avait dit si je suis trop niaiseuse comme femme pour être sur les jurys, je suis trop niaiseuse pour témoigner. Elle avait refusé de témoigner. Puis il y avait c'était comme un coup là, il y avait des femmes du Front de libération des femmes du Québec en arrière qui se sont levés puis qui ont commencé à dire la justice c'est de la merde. Donc ça a créé une espèce de témoin dans la salle. Un gros tollé. Puis ils ont tout arrêté les femmes, ils ont tout donné les peines. Puis ça n'a pas passé. Ça a fait tellement de bruit dans les médias que dans les semaines suivantes, ils n'ont pas eu le choix que des femmes soient sur des jurys. Non, c'est tous des éléments. Non, ils ont changé la loi. Ils ont changé la loi, des éléments qu'on connaît pas, tu sais, donc ils ont continué à militer, même après, tu sais, mon père, là, pour lui, les 12 ans de prison qu'il a fait, là, c'était une autre forme de militantisme. Il arrivait dans une place où c'était quasiment de la torture parce que il te foutait à poil dans une cellule, t'étais là 23 heures sur 24, lumière allumée, fallait que tu gagnes tes pièces de vêtements. Puis quand il est sorti, il avait le droit d'aller faire des études en prison, faire des pièces de théâtre. Donc les bagnards, si on veut, pendant 12 ans, ont fait des manifestations pour améliorer leurs droits. Puis moi, mon père a toujours dit, tu sais, le concept, tu vas faire ton temps, il a dit, pas fait mon temps, mais moi, j'ai grandi comme homme là-dedans. Ouais. Là. C'est une expérience de plus. C'est une expérience dans la vie d'un homme. Donc, en voyant qu'est-ce qui s'est passé après, je trouve que tu comprends encore mieux la crise d'octobre puis tout le déroulement des événements. Donc, moi, c'est ça que j'ai essayé de faire avec le film. Ben, quand tu parles de la cour,
Moi, il y a un bout là, qui m'a marqué dans le film, je sais pas si ça te dérange pas que j'en parle, mais quand ton oncle, il y a le policier, justement, celui qui a crissé le gun sur la tête à sa mère, qui est ta grand-mère, là, puis qu'il a dit il est passé trop proche de moi, puis il a collé un coup de poing dans la face, il a drapé à terre, puis lui, il a sorti son gun, puis il a pointé dans la face à ton oncle, devant tout le monde, puis la police a même sauté sur lui. Ah, c'est le Far West. C'est dur à imaginer, mais c'était le Far West. C'est comme digne d'un scénario de film, là, tu sais. Puis là, juste qu'on comprenne le ridicule, c'est que l'avocat Robert Lemieux, il a été arrêté, qu'on en est sur le banc des jurys. Je veux pas le soldat, mais pendant le procès de mon oncle, il y avait des outrages au tribunal, puis il a dit arrêtez l'avocat aux gardes. Donc, ils sont allés l'arrêter. Évidemment, ça crée une émeute. Ben ouais. Puis à un moment donné, justement, un autre élément drôle, c'est que le juge, il essaie de s'enfuir, mais il passe à côté de mon oncle. Ouais. Mon oncle, il dit hey, il se pousse le maudit, là. Je veux dire, reste là, regarde, c'est toi qui as provoqué ça. Ouais. Il essaie de l'agripper par les cheveux, puis il arrache la perruque. Lui, il a eu assez peur, il pensait qu'il l'avait comme scalpé, mais c'était la moumoute qui est restée. Puis là, il dit le juge est parti de tous les bords, là. Non, c'est ridicule, c'est des procès ridicules. Ouais. C'est tabarnak. Ouais. Ça, c'est drôle encore. Puis dire que ça s'est vraiment pas. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, mais Colin, puis c'est ça ton oncle, badass en esti. Lui, justement, ça a pris 2 ans avant que tu réussisses à le convaincre de raconter sa version de l'histoire dans ton documentaire. De un, qu'est-ce que ça a pris pour qu'il soit convaincu? Puis de 2, pourquoi qu'il voulait pas raconter sa version? Mais mon oncle avait jamais parlé des événements, tu sais, puis c'est sûr que quand mon père est décédé, c'était dur pour tout le monde, dont lui. Puis lui, il trouvait que c'était une trop grosse responsabilité sur ses épaules de raconter cette histoire-là. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est ça, il était pas à l'aise. Puis moi, pendant 2 ans, j'essayais tout, mais il m'annulait tout le temps. Puis il m'inventait des raisons. Ah, fait qu'il te disait, ah, OK, puis à la dernière minute. Il m'annulait, ça durait 2 ans. Puis c'est sûr que moi, j'étais très anxieux parce que quand mon père est décédé, je me suis senti coupable que j'ai pas eu le temps de faire de quoi avec lui, de faire des entrevues et tout ça. Puis là, j'avais tout le temps peur qu'il meure, qu'il arrive de quoi. Puis, tu sais, j'ai fait une série de télé qui s'appelle Dans les FLQ, c'était ça, là. Tu vois plein d'intervenants du FLQ. Pendant comme les 8 ans, moi, j'ai fait une 50aine d'entrevues avec des gens du FLQ autour, justement, pour pas que cette parole s'efface là. Puis moi, ma responsabilité pour moi, c'était Jacques, parce qu'il était près de moi. Non, le seul qui pouvait le convaincre, c'est moi, mais il me disait non. Puis là, un jour, il m'appelle, puis il me dit Félix, j'ai besoin d'aide. Je dis OK. Je dis, parce que lui, il a une belle maison au bord du fleuve. Il dit il faut que je change toutes mes fenêtres, puis j'ai besoin de bras. Puis c'est une grosse job. Puis j'ai dit OK. Je vais t'aider, même si je suis pas un manuel, puis je suis le pire des malhabiles, mais à condition que tu m'accordes environ 1 heure ou 2 heures d'entrevue par jour. Puis il a dit oui. Écoute, ça ne tentait pas, mais il voulait tellement mettre ses fenêtres qu'il a accepté. Puis ça a été intéressant. Ça... Il était avec le chantage. Oh oui, ça a été comme lui, il dit, OK, c'était comme du troc. Si on veut. Exact. C'est ça. Je suis allé avec mon grand ami Eric Piccoli, qui Jacques connaît, donc il faisait confiance. Il faisait la caméra, puis... Ah, fait que c'est lui qui filmait pendant que tu l'aidais. C'est ça. Puis ça crée une bulle, parce que le jour, on forçait comme des fous. Puis le soir, ça créait une espèce de... Il n'y avait plus de fil, tu sais, on était fatigués. Moi, j'avais mal partout. Puis Jacques, il se laissait complètement aller, puis il voyait plus la caméra. Eric était très discret, qui fait qu'il s'est comme abandonné totalement, puis c'est devenu très intime comme des échanges. Puis c'est vraiment le noyau narratif du film, tu sais, cette semaine d'échange, on construit la maison entre un neveu et son oncle, tu sais, c'est raconté totalement, puis il est allé dans les oncles que je pensais pas qu'il irait. Puis, c'est cool aussi que vous avez gardé le montage de la maison, tu sais, de quand vous changez des fenêtres, parce qu'à la fin, tu vois qu'il a tout changé, c'est comme c'était de quoi de nouveau de construit, tu sais. Ouais, puis
ça, honnêtement, c'était pas arrangé dans le gars des vues, dans la mesure, OK, on va faire ça. C'était pas mal la condition. Ouais. Mais au montage, là, on a compris qu'il y avait une symbolique là-dedans. Ouais, c'est ça, exact. La maison qui se construit, on a joué avec ça. T'sais. Eux, il y a un projet, justement. Eux, c'était vraiment... pour eux, le côté national et social était lié. Donc, l'indépendance du Québec, c'était aussi justement la révolution sociale, les gains sociaux, l'équité, la justice. Donc, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui se construit. Comme je te disais tantôt, mon père, il me disait tout le temps, tu peux pas, comme tout, régler ça en une génération. Je veux dire, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de changement spontané. Nous, admettons, là, il y a encore aujourd'hui là, des problèmes sociaux, mais je veux dire, si on avance, c'est grâce aux personnes en arrière de nous qui ont déjà déplayé le terrain. Tu prends chaque génération le devoir d'aller plus loin que la génération précédente. Puis lui, c'est comme ça qu'il voyait ça. Ouais. Puis aussi, l'histoire de pourquoi tu as voulu faire ce documentaire-là est quand même c'est quasiment aussi beau que le film même. Là. Le voyage que tu as fait en Irlande avec ton père, parce que tu es allé en Irlande avec ton père, puis vous aviez été accueillis à grands bras ouverts en Irlande par, justement, j'ai pas le nom, mais c'est comme une parti politique. C'était le Sinn Féin, qui était un peu parti politique qui découlait de l'IRA. Ouais, c'est ça, de l'IRA, ouais, c'est ça. Qui était comme un mouvement révolutionnaire irlandais. Mais c'était notre rêve, hein. Tu sais, tantôt, je te disais, la généalogie, ça m'a permis de me rapprocher de lui. Puis nous, nos ancêtres viennent d'Irlande. Tu sais, Rose, c'est irlandais. Puis on n'était pas capable de remonter dans cette lignée-là plus loin que le premier Rose arrivé en Amérique. Puis quand on est allé en Irlande, on est allé pendant 1 mois. Puis écoute, ça nous a vraiment rapprochés. Je devais avoir 24 ans. Puis c'est là que j'ai compris que mon père vieillissait aussi. Il commençait à être plus diminué, il marchait moins, il avait des problèmes avec ses yeux. Puis, il avait quel âge ton père? Là? Mon père, écoute, il devait avoir... il était dans la soixantaine. Okay. Peut-être 65 ans. Il devait avoir 66, 67. Puis on a fait plein de belles découvertes. On a découvert que Rose, c'était Rouse. On a pu... le nom s'était changé. Il s'écrivait pas pareil. Ouais. On est remonté plus loin. Puis c'est devenu aussi un voyage politique. Parce que comme tu dis... moi, je savais pas que mon père était connu en dehors du Québec, honnêtement. Puis quand on est allé à Belfast, mon père était considéré comme un héros par plusieurs d'entre eux parce que dans les années 80, il y a une icône en Irlande qui s'appelle Bobby Sean qui a fait une grève de la faim puis il en est mort. Puis mon père, au Québec, avait fait une grève de la faim en solidarité à Bobby Sean. Puis c'était su en Irlande. Puis ces gens-là, ils l'ont vraiment accueilli. Il s'est fait accueillir au Parlement. Puis il y a même eu je me souviens, ils nous ont emmenés dans un club privé. Puis c'était un club de bagnards. Puis il fallait que tu aies fait, je pense, minimum 2 ans de prison pour avoir ta carte. Ah ouais? Puis ils ont donné une espèce de carte à mon père c'est une de membre que j'ai encore chez nous. Là, une carte de membre. Donc, c'était un beau voyage qui était obscurci par un événement tragique qui est que mon père a perdu la vue. Parce que mon père avait juste un œil. Il faisait des cataractes d'un bord. Exact. Puis là, c'est ça, il y avait une maladie ou... Non, mais il y avait un œil qui avait perdu jeune. Il faisait un carré de sable jeune, puis sans aller dans les détails, il avait reçu un clou, puis tout ça, donc il avait perdu la vue. Okay. Puis l'autre, à cause il allait dans les avions, la haute pression, il perdait un peu de son œil. Puis c'est une des raisons qu'on était allé en Irlande. Puis il est devenu aveugle pendant le voyage. Ah, chier. Puis moi, écoute, là, c'est pas ton pays, c'est pas ta langue, tu conduis du mauvais bord. Donc, j'étais bien stressé. Puis lui, il est resté calme. Tu sais, il s'est jamais énervé, puis il a jamais dit on retourne à la maison. Il dit, on continue, c'est notre rêve, on va jusqu'au bout. Décris-moi ce que tu vois. Donc, on a continué, puis moi, j'étais comme avec un aveugle. Je me souviens, il me tenait mon sac. C'était très, très anxiogène, mais j'ai compris la force qu'il y avait en dedans de lui qui lui a permis de passer à travers la prison, entre autres, parce que un jour, j'ai lu quelque part dans une entrevue qu'il a donnée qui dit, moi, la prison,
Tu sais, mon père, il n'était pas traité comme tous les détenus. Là. Tu sais, il a fait des années de trou. Puis parce que c'était Paul Rose, mettons, les Olympiques arrivaient, il avait toujours peur qu'il sorte de prison pour faire une révolution. Donc il envoyait des mois et des mois de trous, puis il disait, tu sais, ma petite cellule-là qui devait pas être plus grande que ça, je m'imaginais comme dans un bateau, puis je me dis, je traverse l'océan, puis le point A, le point B, j'entends les vagues. Puis j'ai compris cette force intérieure-là qu'il transmet à sa mère dans le film, parce que mon père, on lui avait refusé de voir sa mère sur son lit de mort. Sa mère, elle s'était battue pour sa libération. Elle s'était beaucoup épanouie là-dedans. Ma grand-mère était devenue un personnage public. Puis elle allait défendre l'indéfendable. Puis les gens se disaient souvent, on n'est pas d'accord avec ce que vos gars ont fait, mais vous, on vous aime parce qu'elle avait une langue populaire. Puis elle prenait la défense de ces gars pour qu'ils sortent de prison, pour qu'il y ait des conditions normales. Puis elle était très malade. Puis normalement, quand ton parent, un des parents est malade, tu as le droit d'aller le visiter. Mais vu que c'était Paul Rose, ils ont refusé. Puis même si le médecin disait hey, mourante, il faut qu'il aille, là, ils ont enlevé ce droit-là. Puis mon père, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il commençait à avoir accès à un dictaphone. Donc il a pris son dictaphone, puis il s'est raconté à sa mère pendant 2 heures. Puis de façon très poétique, d'une façon que moi je connaissais pas de mon père, où il raconte l'amour qu'il a pour sa mère, l'amour qu'il a pour le Québec, pour le territoire. Puis c'est très touchant. Puis moi, quand j'ai découvert cette archive-là, cette cassette-là, c'est une de mes tantes qui avait gardé ça. Je pense que je dois avoir braillé tout le long. Puis c'est devenu une espèce de fil du film. Je veux dire, cet échange avec sa mère-là est ponctué à travers le film. Puis c'est là que j'ai compris que la force de son monde intérieur, c'est comme... Il s'était créé un monde intérieur pour passer à travers tout ça. Puis c'est ça qu'il a livré à sa mère avant qu'elle décède. Puis ça, on voit tout ça dans le film. Puis on lui a permis d'aller à ses funérailles. Puis il a fait un éloge funèbre très, très, très poignante où justement il parle de l'amour de sa mère puis de la fierté, à quel point il est fier d'elle. Puis comment qu'elle l'a élevé. Oui, exact. Donc, ça, c'est ça. C'est tout le temps dur, tu sais, parce que comme cinéaste, d'habitude, tu as un certain recul ou tu essaies d'avoir un certain recul. Ouais, c'est ça, tout est direct dedans. C'est ça, puis c'est ça que j'ai trouvé tough. C'est qu'une chance, j'ai eu une équipe. Tu sais, le monteur, Michel Giroux, là, c'est un monteur incroyable. Il a fait des grands films d'archives de l'ONF, La part du diable, La mémoire des anges. Puis ça, en grande partie, grâce à lui, il y avait un recul que moi j'avais pas, puis il a amené une poésie au film que moi j'avais moins. Moi j'avais les personnages, j'avais le récit. Donc ça a été, j'ai croisé vraiment des personnes qui fait que j'ai réussi à faire le film que je voulais. C'est soit Éric Piccoli à la caméra, en qui j'avais une totale confiance, qui me conseillait, que ce soit Philippe Braque, la controverse qui a fait la musique. Hey man, la musique était écœurante en plus, tu sais, puis quand je le vois dans les crédits à la fin, je fais « Ah, Chris, comment t'as fait? Tu l'as juste approché puis il a dit oui? » ou... Mais on connaissait, un des producteurs connaissait Phil Braque, puis lui, il savait que Phil voulait faire de la musique de film, puis moi, je connaissais l'artiste, évidemment, puis c'est vrai que quand t'écoutes ses albums, c'est très... La musique peut s'apparenter à la musique de film. C'est très mélodieux. C'est très mélodieux. Puis écoute, Phil Braque et son collègue La Controverse, c'est vraiment un duo. Ils ont embarqué dans le projet à fond. Puis au début, moi j'ai dit Philippe, juste pour que je me baigne dans ton univers, peux-tu me fournir les tracks juste instrumentales de tes tunes? Comme ça, on va essayer de faire de quoi? Puis écoute, ça fonctionnait tellement bien que finalement, on a gardé 50% de ces tracks-là que rechangé, remodifié les instruments. Et l'autre 50%, c'est des compositions originales. Donc, c'est sûr que leur musique a vraiment amené une couleur au film qui fait que le côté plus jazz des fois de Phil Braque ou les montées, tout ça, ça collait vraiment très bien à mon univers familial. Puis on voit aussi, on comprend que c'est un film, Sa crise d'octobre, qui se passe il y a 50 ans, mais raconté par quelqu'un de ma génération. Ouais. Au niveau du rythme, du montage, de la façon de raconter, au niveau de la musique,
Donc, ça s'adresse, moi je pense que ça a contribué à rejoindre les jeunes. Puis, un des trucs que personne ne s'attendait, moi j'espérais que personne ne s'attendait, c'est que tout le monde me disait au début, tu sais, ton film, ça va attirer les baby boomers, ils ont vécu ça, mais les jeunes vont s'en foutre. Mais écoute, les jeunes ont embarqué dans le film, puis ça fait partie du phénomène. Il y avait des propriétaires de salles qui m'appelaient et disaient, écoute, c'est juste des jeunes. Mon oncle était allé en catimini voir le film à Québec. Là. Il dit, OK, il a son chapeau, il a son masque, personne... Sa fausse moustache. C'est ça. Tu sais, personne ne me reconnaît. Il est au cinéma à Québec, la salle est pleine. Il dit, j'étais le seul en haut de 25 ans. C'était juste des jeunes, puis après, ils m'ont tous reconnu. J'étais le seul vieux. Ils sont tous venus me voir. Donc, écoute, c'est... c'est ça, c'est... Dans les jeunes. Puis là, présentement, on est nominé à un prix que je suis très fier, qui est le prix Ben oui, collégial. c'est le festival des prix collégial du film du Québec. Exact, même, cinéma hein? québécois. Puis Cinéma là, québécois. présenté dans toutes les cégeps, puis je suis très content parce que j'ai beaucoup de réactions. Tu sais, j'ai même fait des conférences de cégep, puis les jeunes à qui j'ai parlé, parce que souvent quand je faisais des questions-réponses en tournée, tout ça, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient me voir et me disaient, écoute, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas, on ne nous l'a jamais racontée. Tu sais, c'est comme si dans la transmission, là, il y a eu un blocage, là. Puis ça, ils connaissaient pas ça. Donc, les jeunes étaient très touchés. Puis ça crée des belles conversations intergénérationnelles. Tu avais des gens plus vieux qui avaient vécu ça, des gens plus jeunes qui l'avaient pas vécu. Donc, ça crée un dialogue intéressant. Puis ça, je dirais que c'est le truc que j'étais le plus fier, ça a été ça. Ben oui. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Puis ça comme redonne le goût de c'est ça, ces valeurs, ces racines-là québécoises, de souvenir aussi de où ce qu'on vient, que nous autres, on est bien en ce moment, mais c'est à cause que, justement, nos parents, puis nos grands-parents, puis nos ancêtres se sont cassés le dos. C'est ça. Puis il faut pas s'asseoir sur nos acquis, pas parce que, justement, on a beaucoup évolué, puis que on n'est plus on vit pas la pression de nos grands-parents, tout ça, qu'il faut, comme dire, il n'y a pas de danger. Non, il faut toujours, tu sais, les acquis, il faut se battre, parce que sinon, il y a des trucs qui vont se perdre aussi. Puis là, quand je peux parler de langue, je peux parler de culture. Tu sais, souvent, le monde dit tout ça, c'est pas en danger, mais je veux dire, il y a des gens qui se sont battus. Ben, je sais pas, tu sais, c'est pas en danger. Il y en avait, j'avais resté bête, c'est parce qu'il y avait un... je pense, tu sais, parce que t'as la Catalogne qui ont voté, puis ils ont eu le vote, puis qui se sont pour devenir indépendants. Puis là, il y avait comme un des leaders de ce mouvement-là qui voulait venir faire une conférence ici au Québec. Puis le fédéral, il a pas donné, tu sais, il a pas accordé le droit de venir ici, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même intense, là, tu sais, parce que c'est quand... Il devrait avoir le droit de venir. C'est quoi? C'est parce que vous avez peur des répercussions que son discours pourrait avoir, tu sais? C'est politique, hein, parce que contrairement ici, nous, on a le droit de faire un référendum, puis c'était reconnu. Tandis que eux, leur référendum n'a jamais été reconnu par l'Espagne. Même si c'est légitime, là, je veux dire, chaque peuple, chaque nation a la légitimité. Mais les Espagnols n'ont jamais donné ça aux Catalans. Puis écoute, nous, on a fait un film que j'ai coproduit sur justement le dernier vote avec un sourire à la Révolution. Puis, qu'est-ce qui est étonnant, c'est que c'est des gens non violents. Puis, justement, ils ont été capables de s'organiser, de voter. T'avais l'armée qui venait de les tabasser, puis eux, ils gardaient leurs mains en l'air. Là. Je veux dire, quand quelqu'un te frappe, là, garder ta main comme ça, faut que tu sois vraiment, faut que tu veuilles. Mais c'est le message le plus puissant que tu peux donner. C'était parce que le monde sont horrifiés de voir ça. Tu sais, le monde trouve ça dégueulasse. Tu sais, c'est un peu ça qui a propulsé le mouvement civique aux États-Unis, là, quand ils ont traversé le pont de Selma. Ben oui, exact. Puis que la brossette, ils ont rentré dedans à coups de chevaux, puis de matraques d'en face, là, des vieux, puis des femmes avec des enfants qui marchaient. Oui, c'est ça. C'est très puissant. Ouais. Puis ils ont vraiment été forts, puis ils ont été impressionnants. Mais malheureusement, même si le vote était oui, parce que beaucoup de gens étaient allés pour voter, puis là, t'as des gens du non, là, je veux dire, c'est pas une question de t'es pour le oui, pour le non, c'est que t'as le droit de voter. Il y a des gens qui se battaient pour voter non.
c'est pas normal qu'on ne permette pas ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est écoute, le président a dû s'exiler de la Catalogne, ils ont arrêté une partie du cabinet dont certains sont encore en prison. Puis le Canada, frileux, probablement à cause de ses relations avec l'Espagne puis l'Europe, n'a pas voulu donner une forme de légitimité à ces revendications-là. Puis pour moi, c'est de l'hypocrisie, c'est de la pure hypocrisie. Puis oui, moi je pense qu'il faut se battre encore pour des acquis qu'on a, comme la langue, justement. Si on dit tout le temps, elle n'est pas en danger, mais je veux dire, il y a des statistiques qui montrent que justement que ça régresse, puis que justement la loi 101 n'est pas respectée. Donc, c'est des acquis, il ne faut pas s'asseoir dessus, il faut maintenir ça, puis continuer à dire c'est important, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on soit là. Donc, nous, il faut honorer ça puis continuer à se battre pour qu'est-ce qu'on gagnait pour nous. Ben oui. Puis, justement, ton père, il t'a-tu transmis, justement, ces valeurs-là quand tu étais avec ou il allait plus selon, si tu avais des questions, il t'en parlait, puis... Mais moi, la culture québécoise a toujours été au sein de la famille. Donc, j'ai toujours grandi avec la musique de Vigneault, les colloques, les cobayes fringants. Au niveau de la littérature aussi, au niveau du cinéma, donc j'ai regardé des films québécois assez jeunes. C'est l'œuvre de Pierre Perrault qui a fait une trilogie sur l'île aux coudes, qui est un grand cinéaste québécois, documentariste, fait partie des raisons pour lesquelles je fais des films aujourd'hui. Donc, j'ai baigné là-dedans. Puis là, quand je dis j'ai baigné là-dedans, ça veut pas dire que j'étais comme isolé, là. Moi, je les ai regardés, les Independence Day et compagnie, là. Je veux dire, j'étais pas comme... C'était pas barré, là. Je veux dire, la culture américaine, moi, j'en ai consommé beaucoup, puis j'en consomme beaucoup aujourd'hui. C'est de trouver, justement, un équilibre entre tout ça, puis mes parents... Puis juste être aussi avoir une conscience de consommer aussi québécois, puis de s'informer, puis de se laisser aller là-dedans. Il n'y a pas juste les produits américains ou whatever quoi. Ben, c'est ça, exactement. Puis tu sais, je veux dire, cinéma américain, ils sont capables du meilleur comme du pire. Je veux dire, il y a des grands films américains, puis moi... Tu sais, je suis pas un puriste, j'en regarde beaucoup puis j'en aime beaucoup, mais ça véhicule leurs valeurs, leurs pensées à eux. Tandis que nous, je pense qu'on a besoin de se reconnaître aussi dans notre cinéma, dans notre télé. Ce qui fait que faire des films ici, ça permet justement d'avoir accès à une proximité. Moi, quand je regarde un film américain, j'embarque, mais en même temps, il y a une distance culturelle qui est là. Tandis que voir un film québécois qui me parle, là, j'embarque dedans. Puis c'est ça que je pense que c'est comme... faut construire ça avec les jeunes. C'est sûr que... moi, je me souviens, dans les écoles, la culture québécoise, c'est pas ça qui était mis de l'avant. C'est pas les trucs forcément cool. Donc moi, je pense que c'est un devoir des éducateurs de transmettre ça. Puis c'est un devoir aux cinéastes de faire des films qui parlent aussi aux jeunes, tu sais. Ben oui, en tout cas... Toi, tu l'as crissement bien transmis dans le film. En tout cas, là, ça, c'est sûr. Là. Y a-tu des archives que tu aurais aimé avoir puis que t'as pas eu accès ou t'as pas trouvé ou t'as pas pu filmer ou que tu aurais aimé mettre dans le film? Ouais. Vu que je suis une tête de mule, j'ai pas mal eu tout ce que j'avais, mais ça a été long. Un gros problème avec les archives au Québec parce que, tu sais, mettons, en Europe, aux États-Unis... tout est numérisé, l'accès est là, tandis qu'ici, ça coûte cher. Il y a eu bien des archives qui se sont perdues, qui ont été jetées parce que ça n'a pas été entretenu. Puis il y a bien des archives qui pourrissent parce qu'on n'a pas l'argent pour les numériser. Puis acheter des archives, là, des droits, c'est cher. Radio-Canada, l'ONF, tout ça, si je voulais garder l'archive, mettons, à perpétuité, tout ça, c'était 100$ à la seconde. Donc, ça monte vite. Oh shit, puis tout ton film est quasiment là-dessus. Ben oui, c'est un film d'archives, non. Ça m'a pris du temps. Tu sais, moi, honnêtement, là, jusqu'à la fin, là, j'étais dans le trou de 70 000$, puis finalement, tout a débloqué à la fin. Mais pendant 8 ans, j'avais une épée de Damoclès. Que, mon Dieu, j'aurais jamais tout cet argent-là. Ah ouais. Parce que faire un film d'archives, ça coûte cher. Puis s'il n'y a pas beaucoup de films comme Les Roses, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui veulent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ça coûte trop cher. Donc, il doit y avoir des mesures pour que les archives soient accessibles, puis qu'ils soient moins chers pour des cinéastes québécois,
Puis justement, une archive, ça sert à rien si c'est dans un grenier puis personne ne la voit. Ben ouais. Donc, que justement, que ça nourrisse des cinéastes aujourd'hui, puis que notre histoire, notre culture reçoit à l'avant-plan, qu'on redécouvre ça, ces joyaux-là. Mais on est loin d'être là, à mon avis. Ben ouais. Y a-tu quelqu'un aussi que t'aurais aimé ça avoir en entrevue puis que t'as pas pu ou La seule personne que j'ai aimé avoir en entrevue que j'ai pas eu, c'est Bernard Lortie, qui était l'avocat? Non, qui ça? n'était pas l'avocat. Robert Lemieux est décédé avant le film. Ah, qui ok, était le 4e membre de la cellule Chénier, qui était le plus jeune, il avait 17 ans. C'était un Gaspésien. Ok. Puis j'ai vraiment beaucoup essayé, puis je peux comprendre. Lui, il n'a jamais parlé, il n'est jamais revenu sur ces événements. Puis non, il a refusé. Puis je te disais que c'est la seule personne que j'aurais aimé puis que j'ai pas eu. Puis je sais, j'ai eu des échos après. Je sais qu'il a beaucoup aimé le film et tout ça. Mais c'est dans les rares personnes que j'ai pas été capable de convaincre parce que j'ai fait, en parallèle au rôle, j'ai fait une série télé qui s'appelle Le Dernier Felkis, qui est un peu plus un true crime. Il y a comme une enquête policière. Là. C'est 2 journalistes qui essaient de découvrir qui a tué Mario Bachand. Ok, ça se veut plus genre divertissant que... Exact. C'était sur Club Illico, puis ça devrait passer un jour à TVA. Mais pour moi, c'était un prétexte parce que ça permettait de raconter toute l'histoire du FLQ. Puis là-dedans, plein de témoignages inédits des Felkis de toutes les vagues qui n'ont jamais parlé. Puis qui sont dans le show parce que pour comprendre qui a tué le Felkis Mario Bachand à Paris, il faut que tu refasses toute l'histoire du FLQ. Puis là-dedans, c'était des entrevues que j'avais faites sur plusieurs années. Puis souvent, écoute, il y en a que ça a pris 4 ans à les convaincre. Ah ouais. Je pense juste à, mettons, exemple, Pierre-Paul Geoffroy, la Bourse de Montréal. Écoute, j'ai créé une relation avec lui. On allait manger, il venait chez nous. Écoute... Il a-tu été libéré, là? Oui, il a été libéré Ok. au début des années 80. Ok. Puis, écoute, à chaque fois, il me choquait, comme en bon français. Là. Il m'annulait, puis ça devenait quasiment ridicule. Puis à chaque fois, puis finalement, à un moment donné, il a accepté. Puis il a dit oui, mais ces gens-là, tu sais, ils n'ont pas confiance facilement parce que souvent, les journalistes, tu sais, prenaient un côté de la médaille, en ont fait des monstres, tu sais, ils ont mis en 2D. Donc, il fallait créer une confiance à ces gens-là qui avaient peu parlé. Donc, moi, ça a été comme une espèce de devoir pour moi. Puis cette série-là que j'ai faite avec Flavie Payette-Renaud, Frédéric Piccoli, puis les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël, était comme le complément pour moi des roses. C'est que ça permettait de... Tu sais, les roses, c'est très subjectif, c'est très sur la famille, tandis que la série, c'est plus toute l'histoire du FLQ, tu sais, puis comprendre tous les réseaux pour justement que ça laisse un leg. Parce que ça fait partie de notre histoire, mais il y a c'est peu connu, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais. Ben ouais. T'as-tu resté surpris quand que même le Times, le New York Times, a parlé de tout, puis il a décrit comme étant un succès surprise? Ça a été... Ça a serré sur le Sunday. Là. Ça a été étonnant, parce que moi, j'avais beaucoup d'ambition pour le film, mais une ambition nationale. Moi, pour moi, là... C'était le Québec, puis tu sais, les festivals... Je suis pas contre d'envoyer le film à l'étranger et tout ça, mais moi, je voulais que ça marche au Québec. Ouais. J'ai mis tous les efforts avec l'ONF au Québec. Focus là, sur le Québec. Puis tu vois, en mettant ça, en mettant toutes les énergies au Québec, puis à cause du buzz autour du film, à cause des polémiques qui ont duré sur 2 mois, ça a attiré l'international. Le New York Times ont fait un article, ça a été publié en grande page dans un de leurs cahiers. Puis oui, j'ai été surpris, mais ça montre que justement, souvent on dit des trucs. Moi, j'ai parlé à des gens, des décideurs, qui disaient tu sais, il faut viser international, les trucs plus locaux, tu sais, non, mais ça prouve que on peut parler de nous, être très local, puis que ça résonne à l'international. Puis les roses, maintenant, sont disponibles aux États-Unis sur Amazon Prime. Ben ouais. Donc, non, mais je suis très content de ça. Ben ouais. Là, j'ai une question. Je sais pas si ça va te déranger d'y répondre, là, mais tu trouves-tu que le gouvernement du Canada devrait s'excuser pour qu'est-ce qu'ils ont fait vivre aux Québécois puis à ta famille durant la crise d'octobre? Mais moi, qu'est-ce que je pense?
à travers tout ça, je veux dire, ils n'ont pas à s'excuser par rapport aux Roses. Là. Les Roses ont commis un crime, ils ont enlevé le ministre Pierre Laporte et tout ça. Mais comment ils ont traité ta famille? Ben, ouais, tu sais, comme ta grand-mère, tes tantes. Exact, mais par rapport à ceux qui ont été arrêtés sans mandat, qui n'avaient rien à voir là-dedans. On parle de comme 500 personnes, ça a l'air. Là, exact, qui étaient des bons citoyens, qui ont été arrêtés seulement pour leurs idées. Moi, je pense que c'est normal que le gouvernement s'excuse, puis ils vont le faire un jour. Le problème, là, pourquoi ils le font pas, là? Ils s'excusent pas quand c'est la chose à faire, parce que la loi des mesures de guerre, c'est injustifié. Le gouvernement, là, savait que le FLQ, c'était pas une grosse organisation, là. L'idée, là, de cette loi-là, c'est qu'il voulait faire peur aux Québécois. Puis aux prochains, hein? Trudeau, là, avait dit clairement qu'il voulait mettre les nationalistes canadiens ou pas. Ils se sont servis des 2 enlèvements, puis ils ont amplifié l'affaire. Tu sais, personne ne s'attendait à ça. Puis, justement, il a récupéré la crise à son avantage à des fins politiques. C'est ça, la vérité, là. Je veux dire, il savait que c'était 30 personnes désorganisées, le FLQ, là. Et aujourd'hui, ils savent ça encore, mais pour des raisons politiques, le fait qu'il y a encore des contemporains de ça, le fait que dans la majorité du Canada anglais, c'était justifié, ça. Le fait que le Québec est encore puissant dans le Canada, tu sais, je veux dire, on est encore là, notre voix est encore là. Tout ça fait... On s'est pas laissé assimiler. C'est ça, tout ça fait qu'ils s'excusent pas quand ils se sont excusés sur plein de tragédies, qu'il n'y a pas de conséquences politiques pour eux. Mais la crise d'octobre, oui, mais dans 30 ans, là, quand il n'y aura plus de survivants de cette crise-là, ils vont le faire, là. Mais là, maintenant, si un jour le Québec là, devient folklorique, puis minoritaire, puis se fait assimiler, là, tu vas voir, là, il y aura plus... Là, on va être comme une culture, ils vont nous vénérer, ils vont nous mettre... ça sera plus pareil, là. Je veux dire, tant que le Québec est une force politique dérangeante, avec des opinions, de vision dérangeantes, on est une menace pour l'unité canadienne. Donc, c'est sûr que des acquis, des trucs normaux comme justement avoir des excuses pour les gens qui ont été injustement arrêtés démontrent qu'encore aujourd'hui, on est une menace politique. Parce que c'est pas normal que Jocelyne Robert, une sexologue, qui était une des personnes qui était sortie, qui était enceinte au coton, qui a eu peur, qui avait, je pense, une de ces personnes de sa famille est en train de mourir, qu'on s'excuse pas à cette femme-là, qui n'a rien à voir avec les événements d'octobre. C'est simple, là, c'est symbolique. Elle s'est fait arrêter durant ce moment-là. Elle s'est fait arrêter, parce que son crime, c'est que Paul Rose était une connaissance. Mais elle n'était pas dans le FLQ. Donc... il y a même ceux qui avaient le même nom de famille que toi. Ben oui. Tu sais, se sont fait arrêter puis il n'y a aucun lien avec. Tu ne peux pas t'appeler Rose en octobre 70. Moi, mon autre nom de famille, c'est Belle Rose. Hein, fait que, les Belles Roses, tu sais, c'est louche. Là. m'aurait fait tabasser, moi aussi. C'est louche, mais juste pour que tu comprennes la folie, là. Pendant la crise d'octobre, ils ont tiré un gars en moto parce qu'il y avait une barbe. Le gars, il a eu peur, le policier, il a eu la chaîne, il pensait que c'était Paul Rose. Il a tiré le gars en moto parce qu'il avait une barbe. Donc, tu vois, ça donne une idée de l'état de paranoïa qu'il y avait pendant cette crise-là, tu sais. Ouais. Mais je pense que j'ai tout posé mes questions, mon gars. Crime, c'était vraiment... Ah oui, j'en avais une dernière. Dans le documentaire, direct au début, quasiment en commençant, on entend un animateur radio traiter ton père de terroriste, tu sais. Puis je voulais savoir pourquoi tu t'avais décidé de le mettre là, puis surtout à cette place-là. Puis comment tu te sens, toi, quand il y en a qui traitent de terroriste, tu sais. Mais moi, je voulais... Tu sais, les Roses, j'ai toujours été clair, c'est une bulle, tu sais, on rentre dans la famille, mais avant d'être là, je voulais que les gens comprennent comment l'opinion que certaines personnes avaient des Roses. Puis je trouvais que ça brisait bien la glace, puis il y avait un contraste entre les paroles où on les dépeint comme des fous furieux, des terroristes, et les images des funérailles où tu vois que ça a l'air des gens normaux qui se recueillent devant la dépouille d'un être cher. Donc je voulais montrer ce contraste-là, puis c'est une façon de dire, voici ce qu'ils disaient à l'intérieur, mais nous, en rentrant dans les funérailles, les proches, je vais vous raconter comment ça s'est vécu à l'intérieur. Puis ça brisait la glace pour dire je ne cache pas
la perception que certains ont. Mais justement, moi, je voulais sortir de ces clichés-là. Puis tu sais, pour moi, c'est pas mon père, c'est pas un fou furieux terroriste, c'est pas un héros non plus. Tu sais, c'est un homme avec des idéaux, des convictions, qui a fait des gestes graves, qui a payé pour ça, mais qui est resté fidèle à ses convictions politiques, puis qui a été un militant. Mon père, c'était un militant. Il a été 8 mois dans le FLQ, puis il a été militant pendant une 50aine d'années. Puis c'est comme ça que je voulais que les gens comprennent, tu sais, qu'on sorte on va dire, de la caricature Paul Rose, du stéréotype Paul Rose, pour comprendre plus l'homme, puis qu'est-ce qui a amené à ça. OK. Ben man, c'était... Merci. Merci à toi, merci de l'invitation. Hey, c'était écœurant, man. Je pense que j'ai posé peut-être 10 questions. Je t'ai tout laissé à la place, puis c'est parfait de même, man. Merci beaucoup. Pour vrai, moi, j'encourage tout le monde là, à aller écouter le documentaire. Il est sur le site de l'ONF. Ouais. De toute manière, je vais mettre le lien dans la description. Ouais, puis il est gratuit. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça, puis aussi il y a des phrases que tu disais, que tu le décrivais bien, c'est comme en racontant l'histoire des roses, tu racontes aussi une partie de l'histoire du Québec, tu sais, puis même le après avec toutes les conditions pénitentiaires exécrables qu'ils vivaient, puis que en tout cas, toute la suite avec même ta grand-mère qui défendait beaucoup tous les pénitenciers, tu sais, fait que... Bref, man, il était vraiment écœurant, puis je suis vraiment content que tu sois venu sur le podcast, mon gars. Merci, puis merci de l'invitation. C'était fun. c'est rare que tu as l'occasion de parler. Ben oui. Un an et demi, là. Moi, c'était la clip souvent là, pendant la promotion. Là, c'était raconte tout ça en 2 minutes et demie. Puis on regarde 30 secondes au montage. Exact, ouais. Merci. Puis, y a-tu de quoi que t'aimerais plugger? Y a-tu de quoi que t'aimerais que le monde voit? Y a-tu quelque chose qui s'en vient? Là, présentement, moi, c'est sûr que je commence à réfléchir à de nouveaux projets. Là, Comme là, je suis là-dedans. Là, j'ai retrouvé le goût de recréer. Ouais. Mais présentement, il y a justement la série Le Dernier Felkis. Ceux qui vont aimer le rose, moi, je les invite à voir ça. Là, pour l'instant, il faut avoir le club illico. OK. Je pense que tu peux quand même payer juste pour la série si tu t'en vas sur la plateforme ou tout ça. Mais sinon, ça va sortir... ça va être à la télé, d'après moi, l'année prochaine. D'accord. Le Dernier Felkis sur le club illico, si ça vous tente de comprendre... plus l'histoire du FLQ, là, globalement, sur 8 ans. Je les invite à regarder ça. Bon, ben parfait. Fait que merci beaucoup, Félix Rose. C'était écœurant, mon gars. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Ciao tout le monde. Merci. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boum, 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 boum.